connaît, on peut déstresser un petit peu. Et donc, ce matin, je l'ai déjà fait à Baïd Vagan Secours. Les personnes qui ont vu que je faisais ce cours, ils m'ont demandé de l'enregistrer et de le diffuser parce que c'est béhémet, un sujet qui n'est pas bien connu, qui est un peu compliqué. Donc on va essayer ensemble, Bezrat Hashem, de passer en revue tous ces points-là de la façon la plus précise possible. Premièrement, le Shabbat Agadol. Vous savez que le Shabbat qui précède Pessah, c'est Shabbat Agadol. On l'appelle le grand Shabbat, le Shabbat Agadol. En principe, le Shabbat Agadol, ça devrait être quand? Le Shabbat avant Pessah, ça devrait être donc la veille de Pessah, puisque Pessah, ça tombe Motzei Shabbat. Donc le Shabbat qui précède Pessah, eh ben, ça devrait être Shabbat Agadol. Et si on dit que c'est ça le Shabbat Agadol, effectivement, on devrait faire la drachat Shabbat Agadol à ce moment-là. Vous savez que dans toutes les communautés de France et de Navarre, et même de Jérusalem, la coutume, c'est que le rabbin, le Rav, le Talmid Chacham, il fait une dracha le Shabbat avant Pessah, ce qu'on appelle le Shabbat Agadol. On appelle ça la dracha de Shabbat Agadol. Et si vous vous promenez dans les rues de Arnof, vous verrez partout, dans toutes les rues, quelques jours avant le Shabbat Agadol, des grandes affiches, drachat Shabbat Agadol de Rav Untel à tel endroit, de Rav Untel à tel endroit, de Rav Untel à tel endroit. C'est vraiment quelque chose de connu. Quand est-ce qu'on fait aussi une autre dracha Shabbat Agadol, une autre dracha Shabbat Shuvah. Le Shabbat, pendant la Seret Yemei Teshuvah, on fait aussi une dracha. Donc, dracha, un discours. Question, le discours de Shabbat Agadol, quand est-ce qu'il va être fait? On aurait dit, puisque Shabbat Agadol, c'est le Shabbat d'avant Pessah, eh ben on n'a qu'à faire le discours la veille de Pessah, puisque cette année, Shabbat, c'est la veille de Pessah. Vient le Chafetz Chaim et il dit non. Le Chafetz Chaim, il dit explicitement, Siman Tav Kaftet, Keshechal Shabbat Erev Pessah, quand Shabbat Agadol il tombe Erev Pessah, comme cette année, où Pessah ça tombe samedi soir, donc Shabbat ça tombe la veille de Pessah, eh ben, on repousse la dracha au Shabbat d'avant. Donc le Shabbat d'avant Shabbat Agadol, c'est là que les rabbanim ils feront la dracha de Shabbat Agadol. Et si vous me demandez pourquoi on repousse avant, hein? La Megillah? La Haggadah? Oui. La Haggadah, on la lira le soir du Seder, ce sera Motzei Shabbat. Ah, ok, vous avez raison. Ça dépend des coutumes. Maintenant, la plupart des gens, ils le feront le Shabbat d'avant. Pas d'avant, avant. Le Shabbat. Maintenant, écoutez bien. On a. Pourquoi Béhémet, le Chafetz Chaim, il demande de repousser la dracha au Shabbat d'avant? C'est très simple. Le Chafetz Chaim, quand il nous parle des halachot de drachat Shabbat Agadol, il nous donne des instructions très claires de quoi le Rav il doit parler. Il dit le Rav, il doit parler de halacha. Il doit expliquer comment on cachérise les ustensiles. Il doit expliquer comment on procède à la Bedikat Hametz et au Biur Hametz. Il doit expliquer toutes ces choses-là. Maintenant, vous comprenez bien que si on explique ces choses-là la veille de Pessah, Shabbat juste avant Pessah, quand on est déjà censé avoir tout cachérisé, tout préparé, ça ne sert plus à rien. Or, le but de la dracha, dit le Chafetz Chaim, c'est pas que le Rav il montre combien il est intelligent et qu'il fasse des pilpoulim. Il y a des endroits dans lesquels le Rav il fait des pilpoulim. Ça veut dire toute la dracha de Shabbat Agadol, c'est imaginez quelqu'un qui a un endroit où il n'a pas de matzot et que la seule chose qu'on lui a trouvé, et puis il va vous faire un pilpoul pendant 1 heure sur un cas qui ne se présente jamais, qui ne se présentera jamais. À quoi ça sert? Ça a servi à qui? À personne. Le Rav il a montré son intelligence, ça a servi à personne. Dit le Chafetz Chaim, le Rav il n'est pas quitte de son devoir de drachat Shabbat Agadol. Drachat Shabbat Agadol, c'est de parler de choses qui aideront les gens. De faire des drachot, des cours de Hashkafa, comme elle dit Odélia, sur Pessah, la dracha ne doit pas faire que ça. La dracha, elle doit parler de halacha. Donc, puisque le but de la dracha de Shabbat Agadol, c'est que les gens ils se préparent à Pessah, vous comprenez bien que quand Pessah tombe samedi soir, ça ne sert strictement à rien de les préparer Shabbat. Donc, quand est-ce qu'on les prépare? Le Shabbat d'avant. C'est clair? Clair ou pas? Il a fait. Ça, c'était concernant le Shabbat Agadol. Ce Shabbat, c'était quoi? Shabbat Para. N'est-ce pas? Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Rav Chaim Kanievski à l'époque. Il lui a dit bonjour, Kvod Harav, j'aimerais appeler ma fille Shira. Alors le Rav lui dit Shira,
Lui, il n'aimait pas tellement ce nom, Shira Rav Kaimski. Il y en a qui aiment bien, mais lui, il n'aimait pas tellement. Alors le Rav, il dit Shira. Il dit, bah oui, écoutez, Kvod Rav, ma fille, elle est née à Shabbat Shira, donc j'ai pensé l'appeler Shira. Le Rav, il réfléchit un instant et il dit, bah t'as de la chance qu'elle ne soit pas née à Shabbat Para. Hein. Ok? Alors, le Shabbat Agdol. Maintenant, j'ai une autre question. Vous savez que la veille de Pessah, il y a une coutume qui est de procéder au Ta'anid Bechorot. Les gens qui sont premiers-nés, le plus grand de la famille, il doit procéder au Ta'anid Bechorot, il doit jeûner la veille de Pessah. En souvenir des premiers-nés égyptiens qui sont morts et des premiers-nés juifs qui ne sont pas morts, il y a une coutume, une halakha, c'est que la veille de Pessah, tous les premiers-nés, ils doivent jeûner. J'arrive à ça dans une minute. Tous les premiers-nés doivent jeûner. Les premiers-nés, garçons pour l'instant, les filles, on y arrive dans un instant, ils doivent jeûner. Vient le... C'est une Torah? Non, c'est une halakha des Rabbanan. Alors très bien. Chaque année, étant donné que c'est quand même assez difficile de jeûner la veille de Pessah, et étant donné que c'est difficile de rentrer dans le seder de Pessah alors qu'on est affamé, et de manger de la matzah alors qu'on n'a pas mangé toute la journée, et de boire 4 coupes de vin alors qu'on est à jeun. Donc Chachamim, ils ont cherché une solution comment faire pour s'en sortir. Ils ont trouvé une solution qui s'appelle un siyum masechet. Si quelqu'un fait un siyum masechet, qu'il a fini l'étude d'un traité du Talmud, et que, il associe les gens qui sont avec lui, il associe ces gens-là à sa joie. Comme c'est une seudat mitzvah, un repas de mitzvah, on autorise à toutes les personnes qui s'y trouvent de pouvoir manger. Et puisqu'ils ont déjà mangé, on considère que le jeûne y est terminé. Donc chaque année, ce qu'on fait en général, c'est qu'on demande aux premiers-nés de s'associer à un jeûne, à un siyum masechet, le matin. Ils jeûnent depuis le matin jusqu'après la tfila. Dans tous les cas, les gens en général, ils ne mangent pas tellement avant la tfila. Et après la tfila, ils mangent un petit peu du siyum masechet. Et comme ça, ils peuvent rompre le jeûne. Question. Cette année, la veille de Pessah, ça tombe Shabbat, comme on a dit. Est-ce qu'il faut jeûner ou pas? On sait très bien que quand un jeûne tombe Shabbat, on ne jeûne pas, à part Yom Kippour. À part Yom Kippour, si un jeûne tombe Shabbat, on le repousse. Question, cette année, le jeûne des premiers-nés va tomber un Shabbat. Vous êtes d'accord qu'on va le repousser? On va le repousser. Question, si on le repousse, donc on ne pourra pas jeûner Shabbat, est-ce qu'on va dire, on le repousse? Alors on le repousse à jeudi. Très bonne question, j'y arrive tout de suite. Ou est-ce qu'on va dire, puisqu'on l'a repoussé, il n'y a pas de jeûne du tout? Moi, je pense qu'il n'y aura pas de jeûne. Alors, il y a deux opinions. Le Shulchan Aruch y amène une première opinion qui dit, puisqu'on ne peut pas jeûner, puisque c'est Shabbat, on le repousse à jeudi. Demande Elinor, pourquoi pas vendredi? Shabbat, tu ne peux pas jeûner, mais vendredi, tu peux jeûner. Dit le Chafetz Chaim, si déjà tu le repousses, alors autant le faire à un moment tranquille. Les jeûnes le vendredi, c'est jamais tranquille. Les jeûnes le vendredi, après tu rentres dans Shabbat quand tu es affamé, c'est pas kavod pour Shabbat. C'est toujours un problème. Donc si ça avait été vraiment le temps vendredi, le temps du jeûne, on l'aurait fait. Mais si déjà c'est repoussé, une seconde, autant le repousser à jeudi. Ça, c'est la première opinion du Shulchan Aruch. Deuxième opinion du Shulchan Aruch, il y a deux opinions. Le Shulchan Aruch, il ramène deux opinions. Il dit, il y en a qui disent que c'est jeudi. Après, il dit, et il y en a qui disent, Veyesh Omrim, que le jeûne, il est complètement repoussé. Puisqu'il a été poussé, il est repoussé complètement et ce n'est pas la peine du tout de jeûner. Dans la halakha, on a un principe. Quand on veut connaître l'opinion du Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, et que le Shulchan Aruch, il ramène deux opinions. Yesh Omrim que, Veyesh Omrim que, comme qui est la halakha? La deuxième, comment vous savez? Très bien. La halakha, elle est, il y en a qui appellent ça Veyesh. Yesh, Veyesh, halakha ke Veyesh. Il y en a qui appellent ça halakha ke Yesh Batra. La halakha, elle est comme le dernier Yesh. D'accord? Bon, en tous les cas, donc, la halakha Sfarad, la halakha du Shulchan Aruch, la façon dont le Shulchan Aruch il a agencé les opinions, ça laisse entendre que le Shulchan Aruch il veut dire que cette année, puisque ça a été poussé, ça a été repoussé, on est dispensé du jeûne. Le Rama, Rabbi Moïse Isserles, le Rav d'Ashkenazim, lui dit non, nous, notre coutume à nous, c'est comme la première opinion, à savoir qu'on jeûne jeudi. Donc on a ici une machloket. L'opinion sfarad, c'est de dire que
cette année, puisqu'on ne peut pas jeûner la veille de Yom Kippour, la veille de Pessah, la veille de Pessah, donc on ne jeûne pas du tout. L'opinion Ashkenaz, c'est de dire on jeûne. Évidemment, si on n'a pas de Sioum Masechet, on jeûne. Et le Rav Ben Sion Abba Shaul lui dit écoute, même chez les Sfarad, il y a quand même certains, comme le Ben Ishraï et tout, qui disent que si, ça vaut le coup de jeûner jeudi. Alors il dit le Rav Ben Sion, s'il y a un Sioum Masechet, et qu'on peut écouter un Sioum Masechet, et qu'on peut comme ça s'acquitter, alors c'est la chose la meilleure. D'abord, t'entends un Sioum Masechet. En plus, un grand Kiddush Hashem quand on est les Bate Knesiot, toutes les veilles de Pessah, il y a un Sioum Masechet. En plus, il y a des gens qui ne viennent au Bate Knesset que les veilles de Pessah pour venir écouter le Sioum Masechet parce que sinon ils doivent jeûner. Donc c'est dommage de rater ça. Donc le Rav Ben Sion, il dit, si on peut faire un Sioum Masechet, même les Sfaradim, on leur demandera de venir écouter. Mais il n'empêche que, si on n'a pas de Sioum Masechet, si on ne peut pas, si quelqu'un ne peut pas se débrouiller un Sioum Masechet ou quoi, la halakha, elle dit que, pour les Sfaradim, puisque ça a été poussé, c'est repoussé jusqu'au bout. S'il y aura, j'ai 2 poussins ici, et j'en veux qu'un, qu'est-ce que je fais? Ben j'en pousse un. Hein? Alors c'est au Masechet, jeudi matin, qui est le moment du jeûne, si on devait faire un jeûne, eh ben on fait si au Masechet. Oui, Elinor? Ouais. Ça, c'est que les gens isténis qui savent que s'ils mangent, ils n'auront pas d'appétit pour Shabbat. Isténis, ça veut dire les gens délicats, qui dès qu'ils ont mangé un petit quelque chose, après les pauvres, ils peuvent plus manger tranquillement vendredi soir. Hein? Shulchan Aruch, vous avez ici un Shulchan Aruch? Ok, alors vous ouvrez le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch, il dit que la veille de Shabbat, celui qui est isténis, c'est le terme qu'il emploie, et qui s'il ne mange pas la veille de Shabbat, que s'il mange la veille de Shabbat, il va rentrer dans le... Dommage qu'on n'est pas ici. Enfin, non, le Shulchan Aruch ramène aussi qu'il y a des chassidim et anshe maaseh qui jeûnaient la veille de Shabbat. Des chassidim et anshe maaseh pour pouvoir rentrer le Shabbat en étant. Mais en général, on n'aime pas tellement faire des jeûnes le vendredi. Donc si on a repoussé, on repousse jusqu'au jeudi. J'ai 2 questions. Le Rama dit de faire le jeûne le jeudi. Le Rama, il dit jeudi. Ok. Et le Sioum Masechet, du coup, il est jeudi ou Shabbat? Jeudi. Vous pouvez faire un autre Sioum Masechet Shabbat si vous voulez, mais le Sioum Masechet qui vient dispenser du jeûne, on le fait jeudi. Oui. Pourquoi c'est une marque parce qu'il y a quand même les avis dans le Shulchan Aruch. Donc si un aussi grand comme le Rama il dit qu'on fait le jeûne, pourquoi on le ferait pas? Parce qu'un autre qui est grand comme le Shulchan Aruch, il ramène la deuxième opinion de telle sorte qu'il nous laisse entendre que lui, c'est comme ça qu'il pense. Donc nous, les Sfaradim, on tranche comme les Sfarad. Mais il a quand même rapporté. Il a rapporté. Alors la grande question, très bonne question, pourquoi le Shulchan Aruch, il ramène 2 opinions, puisque de toute façon, il a envie de trancher comme la deuxième? C'est une très très grande discussion entre les maîtres. Certains disent, c'est pour te dire qu'il vaut mieux être mahmir comme la première. Donc il te la ramène quand même. La halakha, c'est la deuxième. Mais si tu peux être mahmir comme la première, il vaut mieux. Il y en a qui disent, c'est pour le kavod des rabbanim de la première opinion qui les a ramenés. Genre, je sais que vous existez. C'est une marloquette, une très grande marloquette. Le Rav Ovadia, il est plutôt pour dire que c'est pour donner du kavod. Le Kaf HaChaim, il est plutôt pour dire que c'est pour tenir compte de la première opinion. Alors, ce qui est très intéressant, très intéressant, j'ai pensé à ça cette année, très intéressant, c'est que cette année, le jeûne des premiers-nés pour les filles, aussi bien les Sfarad que les Ashkénazes, sont logés à la même enseigne. Je m'explique. Toutes les années normales, il y a une question. Les hommes premiers-nés doivent jeûner? D'accord. Est-ce que les filles premiers-nés, elles doivent jeûner? Oui. Non, la quête de courage. Shulchan Aruch, il dit que les filles aussi, elles doivent jeûner. Rama, Rabbi Moshe Serles, il dit que les filles, elles ne doivent pas jeûner. Donc, les années normales, vous verrez souvent les Sfaradiotes venir écouter un Sioum Masechet ou demander au moins à leur mari de leur ramener un petit morceau de date ou de gâteau qu'il y avait au Sioum Masechet. D'accord? Ça, c'est quand? Toutes les années normales. Toutes les années normales, Sfarad, les premières nées, elles doivent jeûner ou écouter un Sioum Masechet. Ashkenaz, ce n'est pas la peine. Cette année, et aussi bien Sfarad que Ashkenaz, les filles, elles ne jeûneront pas. Pourquoi? Parce que si elles sont Sfarad, c'est vrai qu'en tant que fille, elles devraient jeûner, mais cette année, même les hommes, ils ne jeûnent pas. C'est à repousser. Oui? Et si la fille, elle est Ashkenaz,
Donc elle dit, ah mais le Rama, il dit que cette année on doit jeûner. Ouais, mais le même Rama qui dit que cette année on doit jeûner, il dit que toutes les années les filles elles sont dispensées du jeûne. Vous avez compris le trick? Donc cette année, plus que toujours, elles n'ont même pas besoin d'écouter la Maseret. Oui, mais s'il y a, est-ce que c'est mieux d'aller ou... C'est toujours mieux d'écouter un Siyum Maseret. Si elle se met Bitsniout à un endroit tranquille, c'est toujours mieux. Pas d'obligation, non. Cette année, pas d'obligation, que tu sois Sfarad ou Ashkenaz, pas d'obligation. Ça va? La Gad Bechorot, c'était pour les garçons. Très bonne question. Vous dites, Gad Bechorot, c'était pour les garçons. Hein? C'est pour ça qu'il y a un jeûne des premiers nés. Pourquoi les filles, le Shulchan Aruch, ils demandent de jeûner? Hein? Elles ne sont pas du tout concernées. Pourquoi le Shulchan Aruch demande aux filles de jeûner? Le Rama, il dit ce que vous dites. Il dit, elles ne sont pas mortes. Justement, je crois que c'est une marloquette entre les midrashim. Si mes souvenirs sont bons, il y a des midrashim selon lesquels les filles premières nées aussi, elles étaient concernées. Et c'est pour tenir compte de cette opinion que le Shulchan Aruch dit de jeûner. Tov, maintenant on arrive, Be'ezrat Hashem, au halachot de Bdikat Hametz, de Biur Hametz. Pendant cette année, je répète, là, on parle vraiment du cas spécifique de cette année. En général, on fait l'abdikat Hametz la veille de Pessah. Ça veut dire cette année, on aurait dû faire l'abdikat Hametz vendredi soir. Pourquoi on ne pourra pas faire l'abdikat Hametz vendredi soir? Parce que l'abdikat Hametz, ça se fait avec une bougie, et qu'on ne peut pas transporter une bougie, et qu'on ne peut pas brûler le Hametz, et qu'on ne peut pas... Donc, hors de question de faire l'abdikat Hametz vendredi soir. Quand est-ce qu'on va le faire? Jeudi soir. Jeudi soir, cette année, c'est le moment de l'abdikat Hametz. On fera une abdikat Hametz tout à fait normale, avec bracha. On cachera les 10 morceaux de pain, et on fera l'abdikat Hametz comme il faut. Ça, c'est jeudi soir. Vendredi matin, on va se lever et on va avoir la mitzvah de Bi'ur Hametz. C'est quoi Bi'ur Hametz? On brûle le Hametz. Maintenant, en général, toutes les années, on brûle le Hametz quand? La veille de Pessah. Donc, on est très stressé de brûler le Hametz avant l'heure interdite. Pourquoi on est très stressé? Parce qu'au bout d'un moment, ça devient interdit de posséder du Hametz. Donc, il faut vite se dépêcher de se débarrasser de tout avant l'heure. Cette année, on a encore le droit de posséder du Hametz. On n'aura plus le droit que Shabbat matin. La veille de Pessah, c'est Shabbat matin. Donc, on aurait dû dire, tu fais la Srefat Hametz quand tu veux. Tu veux faire à 2 heures d'après-midi, fais. Simplement, Chachamim, ils ont dit que pour ne pas s'embrouiller avec les autres années, on préfère garder les temps ordinaires. Donc, les temps ordinaires pour vendredi matin, à Yerushalayim, ça va être... Pour le Magen Avraham, il faut avoir brûlé avant l'abdikat Hametz, le Biur Hametz, il faut avoir brûlé avant la 6e heure. Ça veut dire à Yerushalayim, c'est vers 10h50 pour la première opinion, ou c'est vers 11h36 pour la deuxième opinion. Ceux qui veulent faire comme le Gaon de Vilna, ils ont jusqu'à 11h36. Le Gaon de Vilna, c'est quelle heure? 11h36. Pour le Gaon de Vilna à Paris, à Yerushalayim, il faut avoir brûlé avant, donc vendredi matin, avant 11h36. Pour le Magen Avraham, il faut avoir brûlé avant 10h50. À Paris, de ce que j'ai vérifié, ça tourne entre midi 32 et midi 44. Ça veut dire pour Magen Avraham, midi 32. Pour l'autre, le Gaon, midi 44. Il faut avoir brûlé tout son Hametz. Le Gaon de Vilna aussi, c'est 6e heure? Le Gaon de Vilna aussi, c'est 6e heure? Oui, simplement, il a un autre mode de calcul des heures. Oui. 12h32, c'est Magen Avraham. Midi 32, c'est le Magen Avraham pour Paris. Entre midi 32 et quoi? Et midi 44. Vous regarderez sur vos calendriers, juste je vous donne pour que vous ayez une idée. D'accord? Moi j'ai vérifié maintenant d'ici, peut-être que vous aurez des calendriers plus précis à Paris. Oui. Juste pourquoi on est limité par le temps alors que Pessah, c'est le lendemain? Très bien. Pour faire comme les autres années. Pour ne pas s'embrouiller. Si cette année tu brûles ton Hametz à 2h de l'après-midi, l'année prochaine les enfants ils vont dire ah, l'année dernière on a brûlé à 2h de l'après-midi. On peut chaque année brûler à 2h de l'après-midi. On ne veut pas en arriver à ça. Oui. Si on a raté, on le fera, oui, on le fera, il vaudra mieux le faire plus tard que de ne pas le faire. Maintenant, regardez.
Non. Non. Maintenant, regardez. On a une mitzvah, on en a parlé la semaine dernière un petit peu, qui s'appelle le bitul hametz. Le bitul hametz, ça veut dire que jeudi soir, après avoir fait l'abdikat hametz, après avoir mis le hametz qu'on va brûler le lendemain dans un coin, on lit la phrase magique. Vous vous rappelez de la formule magique? Tout hametz que je n'ai pas vu, je souhaite qu'il soit annulé comme la poussière de la terre. On répète ça 3 fois. Jeudi soir, on le fera. Et attention, dans la formule, on ne dira pas que j'ai vu ou que je n'ai pas vu. Quand on fait le bitul hametz le soir, on dit uniquement le hametz que je n'ai pas vu. Parce que celui que tu as vu et que tu comptes brûler demain, tu ne veux pas qu'il soit annulé, tu vas le brûler demain. C'est quoi le mot qu'on enlève en araméen? Des lachazité. Lachazité, c'est que je n'ai pas vu. Donc, toujours dans le bitul du soir, on dit tout hametz que je n'ai pas vu, je veux qu'il soit annulé. Celui que j'ai vu et que je veux garder pour mon petit déjeuner de demain matin, je ne veux pas qu'il soit annulé, je vais le prendre pour le petit déjeuner. Donc, c'est uniquement le hametz que je n'ai pas vu. Ça, c'est le soir. Donc, le bitul hametz le soir, il sera identique. Maintenant, en général, chaque année, le matin, vous êtes d'accord qu'on a pris le petit déjeuner rapide, après on a brûlé le hametz. Vous êtes d'accord qu'après avoir brûlé le hametz, il n'y a plus rien, il n'y a plus de hametz à la maison, vous êtes d'accord ou pas? Ben oui, on n'a plus le droit d'avoir du hametz même. Veille de Pessah, chaque année, je ne parle pas cette année. Chaque année, le jour où tu brûles le hametz, eh ben, tu n'as plus le droit après d'avoir du hametz, de posséder du hametz, ça devient interdit. D'accord? Donc chaque année, juste après avoir brûlé le hametz, qu'est-ce qu'on refait? Encore un bitul. Et là, on dit tout hametz, que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu, qu'il soit annulé. Ça, il n'y a plus. En général, le soir, on fait l'abdikat hametz, après on fait un bitul. Le lendemain matin, on brûle le hametz, et après, on ne peut plus posséder de hametz. Donc, on refait un bitul. Et on dit, tout hametz que j'ai vu ou que je n'ai pas vu, je veux qu'il soit annulé. D'accord? Chaque année, on fait 2 fois le bitul. Une fois le soir, une fois le matin. Pourquoi on fait le soir si de toute façon on fait le matin? De peur que quelqu'un il se lève tard et qu'il rate l'heure du bitul. Donc, c'est pour ça qu'on fait déjà le bitul le soir. Mais pourquoi on refait un bitul le matin? Parce qu'une fois qu'on a brûlé le hametz, on n'est plus censé posséder quoi que ce soit. Donc on refait un bitul, on dit s'il y a quelque chose que j'ai vu, que j'ai pas vu, que j'ai oublié, qu'il soit batel, qu'il soit annulé, non existant. Ok? Question. Cette année, est-ce que le matin, vendredi matin, quand on va brûler le hametz, on va refaire le bitul? Le bitul final? Ben non, pourquoi? Parce qu'on va encore manger du pain pendant Shabbat. On l'a fait le soir. Le soir, on a fait le bitul de ce qu'on n'a pas vu. Oui, bon, si on ramène du Ok. Le soir, encore une fois, le soir, on a fait le bitul de ce qu'on n'a pas vu. On a vu qu'il y avait du pain qui resterait pour le lendemain matin et qui resterait pour Shabbat. Celui-là, on ne l'a pas annulé. Maintenant, vendredi matin, on brûle les 10 morceaux de pain. Et on brûle les morceaux de pain qu'on aurait trouvés pendant l'abdikat hametz. Chaque année, on refait. Cette année, on ne refait pas. Parce que cette année, contrairement à d'habitude, on va encore en garder du hametz. Donc ne dis pas que tout hametz que tu as vu ou que tu n'as pas vu, tu veux qu'il soit annulé, alors que tu as gardé de côté des pitotes que tu vas manger Shabbat. Vous suivez ou pas? Non, Encore une fois. Donc tu ne vas pas annuler vendredi tout hametz qui est chez toi à la maison, puisque tu as encore du hametz que tu vas manger. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, le vendredi matin, on fera le biyaour, on va brûler le hametz, mais on ne fera pas de bitul. Quand est-ce qu'on fera le bitul final? Shabbat matin. Mais ça, on va y arriver, Bezrat Hashem. Donc, d'accord? Donc, le bitul, on le fera Shabbat matin, après avoir fini de manger le hametz qu'on aura mangé pendant Shabbat. Très bien, une seconde. On va doucement, on va parler de tout, Bezrat Hashem, mais doucement. Ça va? Il a fait. Donc, vendredi matin, on a brûlé le hametz. Vendredi matin, on n'a pas dit kol chamira deika birshuti. Très bien. On se prépare pour ce Shabbat. Alors, quand on se prépare pour ce Shabbat, vous pouvez noter, premièrement, prévoyez une veilleuse. Prévoyez une veilleuse. Comme ça, si vous parlez trop, vos parents ils pourront vous dire de la mettre en veilleuse. Mettez une veilleuse pour pouvoir allumer les nérotes. Quand ça? Samedi soir. Et si vous êtes à Paris? Hein? Dimanche soir aussi. Donc, gardez premièrement une veilleuse. De 48 heures en Israël, 72 heures en France. Deuxièmement, si vous allumez en général les nérotes avec de l'huile, avec des petits lots, avec les petits godets là, et avec les petits
les petites mèches qu'on rentre dans les godets. Il y en a qui disent que c'est mieux de les préparer avant Shabbat. Il y en a qui veulent dire que quand pendant Yom Tov, tu rentres la mèche dans le godet. Il y en a qui veulent dire que que c'est un issour de tikkun mana, que tu crées quelque chose. Donc il y en a qui disent qu'il vaut mieux préparer ça avant Yom Tov. T'en prévois 2 pour Shabbat évidemment, 2 pour Yom Tov, 2 pour le deuxième jour du Yom Tov. Ensuite, tous les préparatifs du genre, le maror, il va falloir bien vérifier qu'il n'y ait pas d'insectes. Tout ça, fais-le avant Shabbat. Parce que pendant Yom Tov, c'est un problème de tuer les petites bêtes qui sont dedans et tout. Donc, tous les préparatifs que tu peux faire pour le soir du Seder avant Shabbat, fais-le. Tu veux peser combien ça pèse tes matzot, fais-le avant Shabbat. Tout ça, fais-le avant Shabbat. Avant Shabbat, coupe des nappes en plastique sur lesquelles tu comptes manger pendant les repas de Shabbat. Bref, tu fais tout ce que tu fais pour prévoir que tout sera prêt. Maintenant, on en arrive à Shabbat Kodesh. Ah, écoutez bien. Les poskim, ils demandent de faire les 2 premiers repas de Shabbat sur du pain. Il y en a qui ont cherché des solutions, comment faire pour faire sans pain. Et c'est dommage. Ilchot Shabbat, elles sont importantes. C'est dommage de renoncer au Ilchot Shabbat. Ilchot Shabbat, elle demande de faire les repas de Shabbat, tout ce qu'on peut en tous les cas, sur du pain. Et pas que sur du pain, mais sur 2 pains. Lechem Mishné. Donc les poskim, ils disent, ne cherche pas des combines maintenant pour aller manger de la matzah et en prendre 216 grammes pour que ça devienne un motzi et machin. Fais sur du pain. Le premier repas du soir, le premier repas du matin, on est encore à l'heure où on a le droit de manger du pain. Fais sur du pain. Le problème du pain, c'est qu'il s'émiette. Alors fais sur du pain qui ne s'émiette pas. La pita, la lafa, des pains qui ne s'émiettent pas la baguette par exemple. Tu fais sur des pains qui ne s'émiettent pas. Et tu fais. Maintenant, regardez. Premièrement, et là je vous donne des instructions très précises pour ne pas avoir besoin de stresser et pour que tout se passe bien. Vous calculez combien de personnes vous êtes à la maison. Vous calculez que pour s'acquitter les khatrila d'un repas de Shabbat, il faut un peu plus qu'un kabetza. Kabetza, c'est 54 grammes. Pour bien s'acquitter du repas de Shabbat, il faut prendre, on va dire, 60 grammes de pain. Vous calculez combien de personnes vous êtes à la maison. Pour chaque personne, il faut 60 grammes. Vous pouvez plus que 60. Si quelqu'un dit, moi, je vais manger 200 grammes, il n'y a pas de problème. Mais qui s'assure qu'il va manger ce à quoi il s'engage. Ça veut dire, ne gardez pas 8 chalotes, alors que vous allez manger une demi-chala, et après, une seconde, après vous allez être dans un problème, comment se débarrasser de ça. Donc écoutez bien, essayez de faire le calcul. Combien de pain, 60 grammes à peu près par repas, par personne. Il y a 2 repas, le repas du soir, le repas du matin, dans lequel on va manger des pitotes. Tu calcules combien il faut. Maintenant, je précise encore quelques points importants. Il faut aussi qu'il y ait les mishné, 2 pains. Donc si tu prends une grande challah comme ça, et qu'il en faut 2, tu vas être embêté. Si tu prends des pitotes, chaque pita c'est un pain entier, donc c'est très bien. Pita c'est pas très lourd, ou alors tu prends des petites lachmaniotes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir les mishné et pour le repas du soir et pour le repas du matin. Bien que si pour le repas du matin on n'a plus de les mishné, les poskim me disent on peut prendre une matzah qui sera emballée dans un plastique pour pas qu'il y ait du chametz qui rentre dedans et l'associer à mon pain de Shabbat. D'accord? Une matzah que tu accompagnes avec un pain, comme ça tu as les mishné et tu ne manges pas la matzah, tu ne manges que le pain. Ouais, tu la manges pas, mais elle s'associe pour qu'il y ait au moins eu 2 pains lors de ton motzi. Ah très bien, une seconde. Je vais tout expliquer. Si vous écoutez bien, vous allez tout comprendre. Donc Levana, est-ce que c'est clair pour l'instant? Donc le soir, on mange du pain. Le matin, on va y arriver, Bezrat Hashem. Maintenant, ce qu'on recommande en général, si vous avez par exemple un balcon, une terrasse, un jardin, et que vous pouvez faire votre repas là-bas, c'est le mieux. Comme ça, même s'il y a une miette qui tombe par terre, elle tombe dans un balcon, il y a des oiseaux qui peuvent se promener. Et donc, ils viendront picorer le chametz qu'il y a. Donc, c'est vraiment le mieux. Maintenant, ce n'est pas obligé. Vous pouvez faire ça aussi au salon. D'accord? Vous pouvez faire votre repas au salon. Vous mangez votre kazaï tranquillement. Après, vous repliez la nappe en plastique. Après bracha, vous repliez la nappe en plastique. Et voilà, une fois que vous avez mangé votre kazaït, après votre kabetza, excusez-moi, un peu plus qu'un kabetza. Après, vous êtes tranquille, vous pouvez balayer le sol, vous pouvez nettoyer un petit peu vos vêtements. Et puis voilà, attention.
Le repas de Shabbat, les repas de Shabbat, ce que la plupart des poskim recommandent, c'est de faire un repas kasher les Pessar. Ça veut dire, à part le pain, faites dans vos ustensiles, dans votre vaisselle kasher les Pessar, un plat qui est kasher les Pessar. Parce que sinon, on va rentrer dans beaucoup de problèmes. Si tu fais un repas qui n'est pas kasher les Pessar, tu aurais le droit. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta casserole après? Dans ta casserole, tu as plein de blé, de couscous qui est collé. Faire la vaisselle d'une casserole pendant Shabbat, alors que tu ne vas pas t'en servir pendant tout Shabbat, c'est un problème. Tu n'as pas à te préparer le Shabbat pour plus tard. Tu vas mettre ta casserole où? Là où il y a le chametz, mais là où le chametz est déjà vendu. On rentre dans beaucoup de complications. Donc le mieux, c'est de se servir de vaisselle kasher les Pessar, que le plat il soit kasher les Pessar, et que les plats ils soient kasher les Pessar dans une vaisselle kasher les Pessar. Maintenant, si par exemple vous mangez du riz, vous ne mangez pas de riz pendant Pessah, ou vous ne mangez pas de kitniot pendant Pessah, d'accord? La veille de Pessah, on peut manger des kitniot. Alors, hein? Les Ashkenazim ne mangent pas de kitniot, les Sfaradim ils mangent, les Marocains ils ne mangent pas de riz par exemple. Bref, il y a des coutumes. Maintenant, si vous par exemple, vous avez l'habitude pendant Pessah de ne pas manger de riz, mais la veille de Pessah vous pouvez, et ce n'est pas du vrai chametz. Donc, vous pourrez cuisiner votre riz dans une vaisselle qui n'est pas kasher les Pessah, mais après, pendant Pessah, vous mettez votre riz dans une barquette aluminium Khat Pe'ami et vous réchauffez ça sur la plata. D'accord? Mais le vrai chametz, ça complique plus les choses, parce qu'après, ça risque de rentrer d'un ustensile à un autre et tout. Donc, regardez, mesdemoiselles, pendant Shabbat, ce qu'on va faire, on va manger de la nourriture kasher les Pessah. La seule chose, c'est le pain. Le pain, on va le manger dans un premier temps. On ne va pas commencer à mettre le pain dans la casserole avec le jus du kasher les Pessah. On ne va pas s'amuser à faire ça. On va manger le pain tranquillement. Après, on prend la nappe, on va jeter les miettes. Ou ça, j'arrive dans un instant. Et ensuite, on passe au kasher les Pessah. On mange du kasher les Pessah. À la fin du repas, on fait des frites Amazon. Ça, c'est pour le repas du soir. Pour le repas du matin, vient le Chafetz Chaim. Et il dit que ce Shabbat matin, là, de la veille de Pessah, on a l'habitude de se lever tôt. Et on a l'habitude de ne pas trop chanter, de ne pas faire des airs trop longs à la synagogue. Ça veut dire que les Marocains, qu'ils ne fassent pas un akdishar où ça prend une demi-heure, juste le nak. Na, ça pas pour la veille de Pessah, d'accord? Ils n'arriveront pas, mais au moins on peut leur dire d'essayer. Et pourquoi on essaye de faire rapidement? Pourquoi? D'improviser. Pourquoi? Pour pouvoir manger ton repas du matin avant la fin de l'heure où tu n'as plus le droit de manger du chametz. Pourquoi? Parce que Shabbat matin, c'est la veille de Pessah. La veille de Pessah, il y a un horaire à partir duquel on n'a plus le droit de manger de chametz, que ce soit cette année ou les autres années. Toutes les années, vous êtes d'accord que toutes les années, quand vous vous levez la veille de Pessah, vous mangez vite votre chametz parce que bientôt on ne peut plus. Oui ou non? Donc, c'est quoi l'heure à laquelle on n'a plus le droit de manger du chametz? C'est ce qu'on appelle la 4e heure. La 4e heure, à Yerushalayim, ça va être à 9h35 pour le Magan Avraham. Non, là je parle de manger. Pas l'heure à laquelle on doit avoir brûlé, l'heure à laquelle on doit avoir fini de manger le chametz. À 9h35, il faut avoir fini de manger le chametz. À Yerushalayim. Et pour le Gaon de Vilna, écoutez bien s'il vous plaît, pour le Gaon de Vilna, à 10h30. À Paris, pour le Magen Avraham, c'est à 11h02. Pour le Gaon de Vilna, Taïch, c'est à 11h36. Ok, donc il faut avoir fini de manger le chametz et c'est de brosser un peu les dents. Dans le cas où on peut se brosser les dents. Il faut avoir fini de manger le chametz et c'est de brosser les dents d'après les Sfarad, à Yerushalayim, 9h35. Et pour les Ashkénazes qui veulent faire comme le Gaon de Vilna, à 10h30. Attendez, une seconde. Donc, le repas, il faut forcément l'avoir fait tôt. Je n'ai pas dit qu'à 9h35, il faut avoir déjà jeté tout le chametz. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit manger. On a le droit de manger du chametz jusqu'à 9h35. Après 9h35, on n'a plus le droit de manger du chametz. On a encore le droit qu'il soit à la maison. On n'a plus le droit de le manger. Jusqu'à quelle heure? Très bien. Jusqu'à l'heure du biur chametz.
L'heure du Biur Hametz, c'est le début de la 6e heure. On l'a dit tout à l'heure, vous vous rappelez? C'est ça. Ça veut dire, pour Yerushalayim, c'est à 10h50 ou à 11h, je vais vous expliquer, ou à 11h35. Et à Paris, c'est entre midi 32 et midi 44, où il faut s'être débarrassé du Hametz. Comment on va, voilà, exactement. Comment on va se débarrasser? Laissez-moi finir mon explication après les questions. Elinor, après les questions, s'il vous plaît, après les questions. Comment on va se débarrasser du Hametz? Le brûler, on ne peut pas. C'est Shabbat. Comment on va se débarrasser du Hametz? Alors, le plus simple et le plus cachère et le plus facile, d'abord, comme on a dit, il n'est pas censé rester beaucoup de Hametz. On a fait nos calculs qu'on devait laisser du pain que pour le repas de vendredi soir et le repas de Shabbat matin. Donc à 9h35, il n'est plus censé rester beaucoup de Hametz. S'il reste, qu'est-ce qu'on fait? On émiette ce Hametz aux toilettes et on tire la chasse. Comme on a émietté le Hametz, et que maintenant on va le mettre avec de l'eau, et qu'en plus on va tirer la chasse, il va complètement se déstructurer, il va complètement s'abîmer. Et c'est un peu comme si on l'avait détruit. La mitzvah, c'est les va'er et hametz, de détruire le hametz. Par le feu, on ne peut pas. Par les toilettes, on peut. Donc, on va... Attendez. Donc, ça, c'est la première méthode, la méthode la plus simple et la meilleure. Il y aurait une deuxième méthode. La deuxième méthode, ça serait de prendre le hametz, et ça serait valable que dans l'endroit où il y a un hérouv, que à Jérusalem, par exemple. De prendre le hametz qui reste et de le mettre dans le domaine public. Vous vous promenez là, dans une des rues de Arnof ou dans un des terrains vagues. Et non, parce que dans tous les cas, on doit le brûler. Donc, non, c'est pas cavote pour le pain. Mais de toute façon, il n'y a plus de cavote pour le pain. Quand c'est Pessah, il n'y a plus de cavote pour le pain. Tu le brûles, tu le tues, tu le machin, tu le défonces. Donc, tu pourrais le laisser dans le domaine public. Ça appartient plus à personne. Ça y est, c'est pour les animaux maintenant. Et ça serait une possibilité. De le manger. Non, pas de le manger, mais de le manger, même peut-être de le voir pendant les salons. Ok, ils ont le droit de le voir, il appartient à personne. Maintenant, de le jeter dans une poubelle, là c'est un problème un peu plus grand. Non, parce que la poubelle, à Yerushalayim par exemple, elle appartient. Elle appartient à la ville, à la commune. Elle appartient quelquefois, quand c'est dans une cour privée, elle appartient au propriétaire de la cour. Donc, on rentre dans des problèmes. Il y en a qui veulent dire c'est pas grave. Le Rav Auerbach, par exemple, il dit c'est pas grave que ça appartienne à la ville. C'est rien, c'est un domaine public vraiment comme la rue. D'autres qui disent si c'est un problème. Alors, il y en a qui disent tu jettes à la poubelle, mais au moins dessus un peu de produit qui abîme le pain avant de le jeter. C'est pour ça que vous comprenez que moi, je vous recommande de jeter aux toilettes. C'est le plus simple. Vous ne prenez pas de risque, vous ne prenez pas de problème. C'est glace cachère, quoi. Ok? Donc ça, c'est avant la 6e heure. Il faut s'être complètement débarrassé du hametz. Et à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire dès que tu as complètement fini de détruire ton hametz? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le bitoul. Et là, vous faites le vrai bitoul. Vous dites Kol chamira deika birshuti. Tout hametz qu'il y aurait dans mon domaine. Des chazités et de la chazité, que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu. Il n'y a plus maintenant que tu as vu et tu gardes pour demain. Tu n'as plus le droit d'avoir du hametz chez toi. Donc que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu. Livtil velihve ki afra de hara, qui soit annulé et qui soit comme la poussière de la terre. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, en général, il recommande de rajouter les mots velihve hefker et que ce hametz devienne hefker, genre je m'en dépossède. Et cette année où ça tombe Shabbat, il ne dit pas Velive Efker parce que c'est assourd de faire Efker pendant Shabbat, donc dis-le dans ton cœur. Bref, c'est vraiment, on est dans le détail du détail là. Rabbi Sion Abba Shaul, il dit cette année, ne dis pas Velive Efker, qu'il soit Efker, mais pense-le dans ton cœur, que ce soit Efker. Bref, en tous les cas, on a compris comment ça fonctionne, le premier repas, comment ça fonctionne, le deuxième repas. Il y a une question de Odélia, oui. Bêta. Il y a des feutres? Oui.
Il suit lui, il suit pas. Ouais. On n'a pas le droit de mettre des choses Shabbat de rendre Efker, parce que rendre Efker, c'est genre changer de reshoot. C'est un peu comme faire acquérir quelque chose à quelqu'un. Faire passer d'un domaine de quelqu'un à quelqu'un d'autre, de peur qu'on en vienne à écrire. Vous connaissez? Alors la phrase, c'est comme ça. Kol Chamira. Mais c'est écrit dans vos marzorim. Hein? Donc, tout Chametz. Deika Birshuti. Qu'il y a dans mon domaine. Des chazité vedela chazité. Que je l'ai vu ou que je ne l'ai pas vu. Oui. Livtil. Qui soit annulé. Velihve. Et qu'il soit. Keafra. Comme la poussière. Des haras de la terre. Et Rav Ben Zion Shaul, en général, il recommande de dire aussi Velihve efker, liftil velihve efker. Cette année, il recommande de dire ces mots-là dans son cœur et pas dans sa bouche. Ok. Donc, si vous avez pas fait le ulpan d'araméen, vous aurez fait maintenant une partie du ulpan d'araméen. Oui. S'il reste vraiment des bouts de pain, on les met quand même aux toilettes? On les émiette d'abord et on les met aux toilettes. Et on tire la chasse. On va y arriver à Seudah Shlichit, on va y arriver. Oui. Quand on fait le repas ou une certaine heure, est-ce que si tout est à part le pain, si le repas il est caché à la maison, on a caché dans une cuisine cachée, etc. On peut continuer à manger après. Voilà, donc je mange que le pain, je m'acquitte et après je continue le repas, mais dans ces cas-là, je vais faire super à Amazon. Ok, faites bien à maison après. Mais me réservez les dents avant. Ok, je mange le pain, il n'y a plus de pain chez moi, mais par moyen de pain, donc je peux manger. Exactement. Il n'y a plus de pain. Ah, vous voulez garder le pain pour jusqu'à l'heure. Ok, si vous voulez ne pas avoir besoin d'aller aux toilettes pendant votre repas. Après. Yo, mais n'oubliez pas, parce qu'il faut faire le bitoul avant l'heure indiquée. C'est important que tout le monde. Pour le bitoul? Non, Pour le repas? le repas de pain. Ben, c'est important, comme chaque Shabbat, c'est important qu'on soit ensemble. Non, mais on me dit C'est pas Tisha B'Av où chacun il mange dans son coin. À Tchabab, on a mangé ça comme ça. Tisha B'Av, oui. À Tisha B'Av, on ne mange pas. Mais la veille de Tisha B'Av, on mange chacun dans son coin. Et non, mais si quelqu'un se réveille pas, on réveille, genre du soir. S'il ne veut pas, il ne veut pas, tant pis pour lui. Mais C'est pas obligé d'être. Non, en fait, c'est vraiment un truc. c'est comme Shabbat. Chaque Shabbat, un enfant, il ne se réveille pas Shabbat matin. Il va rater son repas, il va manger que Seudah Rishona et Seudah Shlichit. C'est grave ou c'est pas grave? C'est un peu grave. Est-ce qu'il faut le réveiller? Ça dépend quel âge il a. Ça dépend combien il veut qu'on le réveille. Après, c'est bon, on rentre dans un autre domaine, quoi. Venez, on reste dans notre domaine pour l'instant, d'accord? Maintenant, on arrive à la question la plus complexe, la plus embêtante, la plus difficile. C'est la question de Seudah Shlichit. Comment on va faire Seudah Shlichit? Là, je vous demande d'être très, très, très concentré. Et on va essayer de tout expliquer. Vous allez voir qu'il y a plusieurs opinions. Et on va essayer de faire un peu d'ordre dans tout ça. Écoutez bien, c'est très très important. Seudah Shlichit, on va avoir un problème technique. Je dis bien technique. Le problème technique, c'est que la Seudah Shlichit, à quelle heure on doit la faire? On doit la faire l'après-midi, après l'heure de Mincha. À tel point vrai que le Shulchan Aruch il dit que si quelqu'un a fait Seudah Shlichit avant l'heure de Mincha, imaginez quelqu'un il a fait son repas après le net à 9h du matin, il fait Seudah Shlichit à 11h du matin. Le Shulchan Aruch il dit t'es pas quitte. T'es pas quitte de Seudah Shlichit. Seudah Shlichit c'est forcément après Chatzot. Hein? Même quand vous avez fait le Seudah avant, quand vous avez fait la prière avant, mais avant l'émission, et à l'émission, vous avez dit. Attends, j'ai pas dit ça pour l'instant. Pour l'instant, j'ai... Vous voulez dire avec quand vous faites même le Seudah? Voilà, mais, très bien. Même si je fais une Seudah par exemple à 9h du matin et une autre Seudah avec du pain à nouveau à 11h du matin, dit le Shulchan Aruch, t'es pas quitte de Seudah Shlichit. Seudah Shlichit, c'est forcément après l'heure de Mincha, ça veut dire vers midi et demi, 1h, quelque chose comme ça. Avant 1h, il n'y a pas de Seudah Shlichit faisable. Et si tu l'as fait, tant mieux, tu as mangé, c'était très bon, quoi, la cavote. Tu n'es pas quitte de ton devoir de Seudah Shlichit. Toute l'année? Oui, toute l'année. Donc maintenant, cette année-là, je vais avoir un problème. C'est que Seudah Shlichit, il faut la faire, donc on a dit vers 1h de l'après-midi, 2h de l'après-midi, quelque chose comme ça.
À 2 heures de l'après-midi, j'ai plus le droit de manger du chametz. Déjà le matin à 9h35, j'avais plus le droit de manger du chametz. Or, le Shulchan Aruch il dit qu'en général, Seudah Shlishit, on fait sur du pain, comme tous les autres repas de Shabbat. Combien de pain? 2 pains. Donc en général, la Seudah Shlishit, elle fait sur du pain. Cette année, j'ai un problème technique, c'est qu'à l'heure de la Seudah Shlishit, le pain est interdit. J'ai plus le droit ni d'en avoir, ni a fortiori d'en consommer. J'ai plus le droit. Faire la Seudah Shlishit avant 1h de l'après-midi, la faire avant 9h35, un petit repas genre de 8h à 8h30, un autre repas de 9h à 9h35, c'est avant Mincha. D'après Shulchan Aruch, t'es pas quitte de Seudah Shlishit, on est très embêté. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est pas grave, alors mange de la matzah, on a compris. Pendant la période de Pessah, on remplace le pain par la matzah. Mange de la matzah, quel est le problème? On n'a pas le droit de manger de la matzah la veille de Pessah. C'est un interdit des Rabbanan. Ça veut dire que si jamais ça fait 1 mois avant Pessah que vous ne mangez pas de matzah, ça c'est une coutume, c'est pas une halakha. Par contre, de ne pas manger la veille de Pessah, c'est une halakha. Pour certains, cette halakha elle commence depuis déjà la veille au soir. Ça veut dire que cette année, depuis vendredi soir, c'est déjà interdit de manger de la matzah. Pour d'autres, ça commence que le matin de la veille de Pessah. Comment c'est qu'ils suivent? Moi, je recommande de le faire depuis le soir, mais Mikaradin, le Rav Ovadia, par exemple, il dit qu'on peut autoriser le soir, c'est juste le matin, à partir du matin que c'est interdit. Le Rabben Sion Abashaoul, il va aussi dans ce sens-là, mais il y a beaucoup de poskim, même Sfaradim, qui sont mahmirim. Donc moi, je recommande d'être mahmir déjà depuis le soir. En tous les cas, on a Shabbat à 1h, un problème technique de halacha. On ne peut pas faire la Seudah Shlishit sur du pain, on ne peut pas faire la Seudah Shlishit sur de la matzah. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vient le Shulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, Siman Tav Mem Dalet. Yosef Karo. Au Siman Tav Mem Dalet, 444, désolé s'il y a des Tunisiennes. Et il dit, le Shulchan Aruch, que qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, la coutume, c'est de faire sur Matzah Ashira. Matzah Ashira, c'est une matzah qui, au lieu d'être faite comme les matzot habituelles, dont la composition c'est uniquement farine et eau, la matzah ashira, c'est une matzah dans laquelle on met farine, par exemple œuf, ou jus de raisin, ou jus. On ne met pas d'eau, à la place, on met du jus. Maintenant, qu'est-ce qu'on a gagné à faire matzah ashira? Qu'est-ce qu'on a à gagner à faire sur matzah ashira? C'est que matzah ashira, il n'y a pas d'interdiction de la manger la veille de Pessah. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on a pas le droit de manger la veille de Pessah, c'est la vraie matzah. C'est une matzah qui a un goût de matzah. C'est une matzah de laquelle on pourrait s'acquitter le soir du Seder. Matzah ashira, c'est un gâteau, c'est pas une matzah. Donc, alors justement, le Shulchan Aruch il dit sur quoi on doit faire sur matzah ashira. Et quel bracha on fera dessus? Mezonot. Ok? Et voilà ce qu'on fait. Voilà ce que le Shulchan Aruch dit. Non, on fait mezonot. Parce que comme tout pataba bekislin, comme tout gâteau, puisque ça a un goût sucré, ça a un goût machin, donc on fait. Donc tant pis, on n'aura pas fait motzi, on aura fait mezonot sur une matzah ashira. Vient le Rama et il dit ce qu'elle dit Levana. Dit le Rama, mais attends, c'est les Sfaradim qui mangent la matzah ashira. Les Ashkenazim, Siman Tav Samech Bet, ils disent qu'on interdit la matzah ashira. Pourquoi les Ashkenazim interdisent la matzah ashira? Parce que la matzah ashira, c'est très dangereux. La matzah ashira, s'il y a la moindre goutte d'eau qui se mélange dans ce mélange, eh ben, ça devient en 1 seconde chametz. C'est pas comme farine et eau où ça prend 18 minutes. Farine, jus d'orange et eau, c'est explosif. Le Rama il dit non, on a peur qu'il y ait une goutte d'eau qui se mélange, donc on ne prend pas de risque. Les Ashkenazim, vous savez très bien peut-être, eux ils prennent jamais de matzah ashira pendant tout Pessah. Bien le Rama il dit, tu me dis la veille de Pessah de prendre la matzah ashira, mais nous on n'a pas de matzah ashira. Qu'est-ce qu'on fait? Et là vient le Rama et il dit, regarde, cette Seudah Shlishit, exceptionnellement, on ne pourra pas faire sur du pain, on ne pourra pas faire sur de la matzah, on ne pourra pas faire sur de la matzah ashira. Qu'est-ce qu'on fera? On la fera sur des fruits ou sur des plats, du poisson, de la viande, des plats, mais sans pain, sans gâteau. Ça c'est le Rama. Maintenant, le Shla Akadosh, il dit, et le Kaf HaChaim, ils disent, si tu prends des fruits, quels fruits on va recommander? C'est le fruit d'Israël. Pourquoi? Comme ça, tu auras au moins une bracha acharona un peu plus riche. Le Shla Kadosh, il dit qu'on fait sur les fruits d'Israël. Et le pourquoi, c'est le Kaf HaChaim qui dit. Le Kaf HaChaim, il dit,
Comme ça, tu auras comme bracha acharona, bracha achat men shalosh. Baruch ata Hashem al ha'etz, val peri ha'etz, val tenu batesadeh, val eretz remda. Ne me demandez pas de vous l'écrire au tableau, ça va prendre une demi-heure. Mais vous avez compris cette bracha-là. Donc, maintenant, le mieux, dit le Kaf HaChaim, si vraiment on a besoin de faire ce conseil-là, c'est de prendre un petit plat de viande ou de poisson et un fruit d'Israël. Ok, comme ça, on a quelque chose de mechoubad, d'honorable, comme un plat de viande ou de poisson, et on aura un fruit d'Israël, et on aura fait notre Seuda Shlishit sur ça. Donc pour l'instant, on a compris matzah ashira, ou alors fruits et viande et poissons, etc. Maintenant, je vais vous dire toute la vérité. La vérité, c'est que le conseil de la matzah ashira, c'est un conseil que j'ai beaucoup de mal à donner. Au jour d'aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à donner. Je vous explique pourquoi. Je suis désolé qu'aujourd'hui, on fait vraiment tout en résumé. Ça veut dire, j'aurais dû passer 40 minutes pour vous expliquer c'est quoi le problème de la matzah ashira. Là, on n'a pas le temps maintenant. Donc, je vous fais vraiment en résumé. Mais je compte sur votre concentration pour essayer de comprendre. Le problème qu'on a avec la matzah ashira, il est multiple. On a dit qu'en principe, Shulchan Aruch, il permet le concept de matzah ashira, vous vous rappelez? Et Rama, il interdit. Ok? Aujourd'hui, les gens, ils ne font plus la matzah ashira chez eux à la maison. Les gens, ils les font dans des entreprises, d'accord, dans des usines. Et la question, une matzah ashira manufacturée, telle que par exemple Papou Chado ou la Bienfaisante le font. Est-ce que c'est une matzah ashira qu'on peut autoriser ou pas? Le Rav Ovadia Yosef, à l'époque, il avait autorisé. Il avait dit, moi j'autorise. Il y a beaucoup d'autres chachamim qui n'étaient pas d'accord avec le Rav Ovadia. Le Rav Mordechai Eliaou, le Rav Bakshi Doron, plein de rabbanim sfarad, je parle. Ils étaient en opposition avec le Rav Ovadia. Je n'ai pas maintenant la possibilité de vous expliquer pourquoi, parce que ça va être trop long. Vous suivez? Vous suivez ou pas? Je ne peux pas maintenant vous expliquer dans tous les détails pourquoi beaucoup de chachamim ont été en désaccord avec Rav Ovadia. Mais par exemple, l'un des arguments qu'ils donnent, ils disent quand tu fais dans un truc manufacturé, les machines, il faut bien les laver. Avec quoi on les lave? Avec de l'eau. Dans les machines, il y a tout type d'endroits dans lesquels tu n'as pas accès. Qui te dit qu'il ne reste pas une petite goutte d'eau? Une petite goutte d'eau. Et tout la matzah ashira, ça fonctionne que s'il n'y a pas d'eau, que si tu n'as que du jus et de la farine. Qui te dit qu'il n'y a pas une goutte d'eau? Vous suivez? À part ça, attendez. À part ça, dans les Papou Chado, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils mettent des choses qui font fermenter. Ok? Ils mettent des choses qui font fermenter. Il y a des possim qui ont dit, mais attends, tu prends de la farine, tu la fais fermenter. Ok, il n'y a pas eu 18 minutes, mais tu la fais fermenter avec des choses chimiques. Mais tu la fais fermenter. Tu as une farine qui a fermenté. Donc, bref, pour beaucoup de raisons, il y a beaucoup de poskim qui ont dit au Rav Ovadia, nous on n'autorise pas la matzah ashira Papou Chado pendant Pessah, on a peur que c'est du chametz. Le Rav Ovadia, lui, il a autorisé. Il en mangeait ou pas? Je ne sais pas s'il en mangeait, mais il a autorisé. Maintenant, je vais vous expliquer quoi le problème. Écoutez bien, c'est quoi le problème? Le problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui, indépendamment de la marloquette Rav Ovadia et un autre. Vous achetez un paquet de Papou Chado, si vous voulez aller sortir, allez acheter. Vous allez voir, vous allez chercher le badatz, vous allez trouver aucun badatz. Le Papou Chado, vous savez c'est quoi le hercher du Papou Chado? C'est la Rabbanout Arachit de Cholon. Ça veut dire le bas de gamme. Le bas de gamme. Si je vous dis c'est comme si je vous dis la Rabbanout Arachit de Tel Aviv. Le Beddin de Paris, c'est mieux. Ça veut dire, c'est le bas de gamme du bas de gamme de la cacheroute. Ça veut dire que, maintenant, pourquoi le fils du Rav Ovadia qui a un hercher badatz, le badatz Bet Yosef, pourquoi il ne donne pas son badatz sur ces produits-là? Parce qu'il sait que c'est pas badatz, c'est pas kasher la méadrine. Il y en a qui s'opposent, il y en a qui disent c'est du chametz. Donc il ne peut pas donner son hercher. Maintenant, moi j'ai une question à vous poser. Imaginez maintenant je vous amène un paquet de gâteaux. On n'est pas Pessah. Je vous amène aujourd'hui un paquet de gâteaux. Je vous dis voilà les filles, vous avez été gentilles aujourd'hui, je vous amène un paquet de gâteaux. Je m'en vais, vous regardez le hercher, vous voyez Rabbanout Cholon. Béhémet, vous allez manger ou pas? Non. Vous n'allez pas manger. Laissez tomber que c'est moi qui ai amené, quelqu'un d'autre qui vous amène. Vous allez manger ou pas? Vous n'allez pas manger. Rabbanout Cholon, mais merci, on n'est pas des... On est des filles de séminaire du Rav Luria, on n'est pas n'importe qui. Vous comprenez ou pas? Donc, pendant l'année, si je vous amène un paquet de gâteaux, Rabbanout Cholon, vous ne mangerez pas.
Moi, une fille de séminaire qui m'appelle et qui me dit je suis devant un restaurant, c'est Rabbanout Cholon, je lui dis je te conseille pas. Ok? Et pendant Pessah, tu vas prendre des gâteaux qui sont Rabbanout Cholon, alors qu'il faut une vérification 100 fois plus grande pour pas qu'il y ait de Hametz. Donc, on a un vrai problème. Mais qui sont, on a un vrai problème. Moi, chez moi, je ne rentre pas ces gâteaux, même avant Pessah, où j'ai pas de problème de Hametz, je rentre pas Rabbanout Cholon. Alors, quand j'étais jeune, je croyais que c'était le Hercher du Rav Ovadia, parce qu'il y avait écrit dessus Alpi Psak Rav Ovadia, selon le Psak du Rav Ovadia. Ça veut dire quoi selon le Psak du Rav Ovadia? Selon le Rav Ovadia qui a autorisé la Matzah Ashira. Donc on a fait ça selon son Psak. Todaraba. Ça ne veut pas dire que le Rav Ovadia était là au moment où tu as préparé. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, Papouchado, les gâteaux, là, les Matzah Ashira, moi personnellement, même en dehors de Pessah, je ne rentre pas ça à la maison, puisque ce n'est pas un Hercher Méadrine. A fortiori pendant Pessah que moi je ne rentrerai pas. Donc, même si tu dis, ouais, mais Rav Ovadia c'est un grand Rav, et Rav Ovadia il a autorisé, oui, il a autorisé le concept de pouvoir faire une matzah ashira dans une industrie. Mais il n'a pas donné son Hercher. Même le Hercher du Rav Ovadia, qui s'appelle le Badatz Bet Yosef, du fils du Rav Ovadia, il n'est pas là-bas. Il ne fait pas rentrer ses mashgichim là-bas. Donc aujourd'hui, tu veux trouver une matzah ashira, la seule solution, c'est que tu la fasses chez toi à la maison. Et je ne vous conseille pas, parce que si vous avez une petite goutte d'eau qui rentre, à nouveau, vous rentrez dans des problèmes. Donc, ce que je vous ai dit, la matzah ashira, c'est une matzah qui doit être faite qu'avec de la farine et du jus. Si à part ça, il y a aussi de l'eau, ça devient chametz en 2 minutes. En 1 minute, ça devient chametz très très vite. Non, je crois qu'il parle d'une matzah ashira, qui est faite... Comment on autorise les matzot? Oui, parce qu'à l'époque, les gens ils faisaient la matzah ashira à la maison. De la même façon qu'ils faisaient les matzot à la maison. Ils étaient compétents dans les halachot des matzot. Ils savaient comment on prépare. Ils faisaient attention. Le Shulchan Aruch, lui, il dit moi, j'ai pas peur qu'il y ait de l'eau qui tombe. Il ne parlait pas d'un cas où c'est dans une industrie avec des grosses machines et toutes les 2 minutes on les lave. Il ne parlait pas de ça. Oh, donc de faire avec la matzah ashira, vous êtes d'accord avec moi qu'on n'a pas tellement de solutions de ce côté-là. Alors, question, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de la vraie matzah, ça. C'est de la vraie matzah. Ça saute. L'homme chan est carré ronde. La veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah. On s'en fiche. Même le chameau, on n'a pas le droit, le soir de Pessah, la veille de Pessah, excusez-moi, de manger ça pour la plupart des poskim. Vous êtes concentrés ou je vous ai perdu? Donc ça, on ne peut pas. Ça, on ne peut pas. Donc là, le conseil du Shulchan Aruch, il est génial. Si quelqu'un, il sait qu'il connaît vachement bien les halachot de matzah ashira et qu'il peut se permettre de les faire chez lui et qu'il a tout ce qu'il faut, qu'il le fasse. Moi, je ne prends pas la responsabilité pour lui. C'est un problème. Maintenant, attendez. Maintenant, venez, on essaye de réfléchir. Écoutez, si vous voulez être concentré, je vais vous donner quelques conseils et je vais vous dire ce que je pense de chaque conseil. Si vous voulez, vous allez m'aider. Écoutez bien. Le Rav Ben Sion Abba Shaul, lui, il dit, moi, j'ai une idée géniale. Comme ça, il dit le Rav Ben Sion Abba Shaul. Vous voulez réussir à faire une Seuda Shlishit, la Méadrine, cette année, j'ai un conseil génial. Un conseil dans lequel vous allez pouvoir faire Amotzi, mieux que Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, il a dit, fais matzah ashira, ce sera maisonot. Amotzi et 2 pains, il dit, j'ai un conseil génial. C'est quoi le conseil du Rav Ben Sion Abba Shaul? Il dit, avant Shabbat, tu prends une matzah. Vous voulez prendre la matzah carrée, Michal? Prenez la matzah carrée. Tu la trempes dans de l'eau bouillante, qui est en kili rishon. Donc, tu as une casserole d'eau bouillante, une casserole de pot-au-feu, une casserole de rôti, de msuki, de je ne sais pas quoi, ok? Une casserole sur le feu dans laquelle il y a de la sauce. Tu prends ta matzah, une matzah entière, et tu la trempes dedans quelques minutes, quelques instants. Et après, tu la ressors entière. Moralité, qu'est-ce que tu as gagné? Une matzah qui a été cuite dans de l'eau, ça n'a plus un statut de matzah. Ça veut dire, concernant les halachot de l'interdit de manger de la matzah la veille de Pessah, tu n'as plus d'interdit. Pourquoi? Hein? De l'eau, juste pas de l'huile. L'huile, c'est une marloquette. L'huile frire, attendez, l'huile frire, c'est une marloquette. Oui, attendez. Ce conseil-là, c'est pour ceux qui mangent matzah shrouya. Ceux qui ne veulent pas mélanger le moindre liquide avec la matzah, c'est un problème. Mais pour ceux qui mangent, les sfardim, ils n'ont pas de problème avec matzah shrouya. Donc, tu prends ta matzah la veille de Pessah, ou l'avant-veille, tu la trempes dans de l'eau bouillante. Une fois que tu l'as trempée dans de l'eau bouillante, c'est plus de la matzah.
Donc il n'y a plus d'interdit de la manger la veille de Pessah. Puisque si tu voulais faire ton seder sur ce genre de matzot, tu ne pourrais pas. Donc ce n'est pas le genre de matzah qui est interdit la veille de Pessah. Maintenant, la veille de Pessah, alors que le pain il est interdit partout, on n'a plus le droit d'avoir du pain. Les gens, ils n'ont plus de pain chez eux. Donc quelle bracha elle devient la matzah? Vous vous rappelez des cours des Lichot Brachot? Elle devient un motzi, même pour les Sfaradim. Parce qu'il n'y a plus de pain nulle part. Le pain, tu l'as jeté aux toilettes ce matin, Shabbat matin. Donc il n'y a plus de pain. Donc maintenant, qu'est-ce qui prend maintenant le statut du pain? La matzah. Donc la matzah, elle devient quoi? Un motzi. Donc le Rav Ben Sion Abba Shaul dit, tu vas pouvoir manger une matzah dont la bracha est un motzi. Attendez une seconde. Maintenant, pour que ça soit un motzi, il faut que la matzah, elle pèse un kazaït. Pourquoi? Imaginez qu'aujourd'hui, je prenne du pain et je le trempe dans un klirishon pendant 5 minutes. Je prends 10 grammes de pain, un petit crouton de pain, 10 grammes, d'accord, il est à motzi pour l'instant. Je le trempe pendant 10 minutes dans une casserole d'eau bouillante. Je ressors le morceau de pain. Quelle bracha on fait dessus? Mezonot. C'est une des halachot. On n'a pas encore appris ça, mais c'est une des halachot. Quand tu prends du pain qui pèse moins qu'un kazaït et que tu le trempes dans de l'eau bouillante, d'accord, klirishon, je dis bien klirishon sur le feu, qui est sur le feu. Quand tu ressors le morceau de pain, la bracha dessus, c'est mezonot. Voilà. Par contre, si jamais dans ce pain, tu avais plus qu'un kazaït, tu avais 30 grammes, le pain, il reste à motzi. Vous suivez? Si tu avais un kazaït, ça reste à motzi. Bien, le Rav Ben Sion Abba Shaul, et il dit, attention, quand tu vas préparer cette matzah qui pèse 30 grammes, tu vas la tremper dans l'eau. Après, tu la ressors, de sorte à ce que quoi? Qu'elle reste entière. Si elle reste entière, ça reste à motzi. Tu prépares 2 matzot comme ça. Comme ça, tu as lechem mishné. Chaque personne qu'elle mange un kazaït, c'est pas la peine de manger 216 grammes, c'est un motzi. Tu manges un kazaït et tu as fait une seuda shlishit, glad kasher, avec lechem mishné, avec la bracha de hamotzi, glad kasher. Ça, c'est le Rav Ben Sion Abba Shaul. Il y en a qui n'ont pas aimé ce conseil. Moi, j'ai du mal avec ce conseil. Vous savez pourquoi? D'abord, la première chose que j'ai du mal, et je vais vous dire cet argument, je pense que c'est un argument très fort. Je pense que c'est un argument même très très fort, l'argument que je vais vous donner maintenant. Le premier argument, c'est le Shulchan Aruch, il n'aurait pas pu y penser. Le Shulchan Aruch, il n'aurait pas pu y penser. Le Shulchan Aruch, il réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait ce Shabbat? Qu'est-ce qu'on fait? Le Rama, il réfléchit. Qu'est-ce qu'on fait? La seule solution qu'il y a au Shulchan Aruch, c'est matzah ashira, où tu vas devoir faire mezonot. Il n'aurait pas pu penser, tu prends une matzah, tu la mets dans de l'eau. Non, je vais vous dire pourquoi, Béhémet, je pense que c'est pas Moi, j'aime pas ce conseil. D'abord, c'est compliqué, mais bon, ça, c'est pas grave. Pourquoi j'aime pas ce conseil? Parce qu'il y a des poskim, y compris ces farad, qui disent que quand la veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger de la matzah, ça inclut aussi de la matzah qui a été bouillie. Il y a des poskim. Le Kaf HaChaim, par exemple, il dit, Kaf HaChaim qui est un posek farad, il dit une matzah bouillie, qui est entière, sur laquelle la bracha c'est hamotzi. Ne mange pas ça la veille de Pessah. Quand on t'a interdit la veille de Pessah de manger des matzot, y compris des matzot bouillies dont la bracha est hamotzi. Et il y a beaucoup de poskim qui disent ça. Donc le Rav Ben Sion, il dit, moi j'ai une super khumra, je peux faire hamotzi et tout. Ouais, mais tu as des poskim qui disent, c'est interdit la veille de Pessah de manger ce genre de pain, ce genre de matzah. Donc moi, je n'ai pas tellement aimé ce conseil. Il y a un autre conseil qui consiste à faire des knaï delech pour les ashkenaziyot. Knaï delech. Hein? Alors, le conseil des knaï delech, beaucoup de poskim le donnent. Par exemple, le Rav Mordechai Eliyahu, il donne ce conseil. Les knaï delech, c'est un peu mieux. Parce que les knaï delech, tu prends de la farine de matzah, vous suivez? Tu la mélanges avec des œufs, avec des trucs et tout, du sucre, du machin, d'accord? Tu fais une boulette, et cette boulette, attention, tu la cuis dans de l'eau chaude. À nouveau, tu la cuis dans de l'eau chaude. Donc c'est un peu comme le conseil d'avant, sauf que là, c'est pas une matzah entière. Ouais. Ou dans de l'eau ou un bouillon. Donc là c'est un peu comme le conseil d'avant. La boulette de matzah. Les Ashkenazim, ils ne mélangent pas. Pas tous. Il y a des Ashkenazim qui font. Si. Pas tous les Ashkenazim sont machmir shrouya. Certains sont machmir, certains autres non. Donc tu prends la matzah. Maintenant, ce qu'il y a de mieux là, le concept c'est le même. Tu as pris la farine de matzah. La farine de matzah, c'est de la matzah. D'accord? Tu l'as mélangée avec tout type d'autres choses et tu as bouilli. Ce que tu as gagné, c'est que d'abord, ce n'est pas une matzah entière, c'est des petites miettes de matzah. En plus, ça a été niloche, ça a été pétri avec tout type d'autres matières. Donc là, on est loin de l'interdit de manger de la matzah la veille de Pessah. Attention, c'est pas motzi, attention. Si jamais vous faites des gâteaux avec de la farine de matzah,
sans les faire passer dans de l'eau bouillante que au four, on n'a pas le droit de manger ça la veille de Pessah. La veille de Pessah, on n'a pas le droit de manger des gâteaux faits avec de la farine de matzah. Tout ce que là je vous autorise, c'est parce que tu as rentré ça dans de l'eau bouillante. Et que l'eau bouillante, elle retire à la farine de matzah son statut de farine de matzah. Donc ça, c'est le conseil du Rav Mordechai Eliyahu, le conseil de certains Ashkenazim. Ils disent, tu fais des knaï d'elech, tu fais ce que je viens de vous dire maintenant. Et tu manges ça, et évidemment, comme elle dit Michal, tu feras mésonote dessus. On ne peut pas faire un motzi dessus. On peut faire un motzi. La matzah que tu as trempée dans de l'eau bouillante, ça devient mésonote. Sauf si tu avais un gros morceau d'un kazaït. Là, tu as pris de la farine de matzah complètement... T'as pas. Donc ça, c'est le conseil du Rav Mordechai Eliyahu. Moi, même ce conseil-là, je ne l'aime pas énormément, je vais vous dire pourquoi. C'est compliqué, hein. Ce conseil-là, je ne l'aime pas énormément, je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il y a des poskim qui disent que même ça, c'est un problème. Que même les knaïdeler que tu aurais mis dans de l'eau bouillante, dès lors que c'est de la farine de matzah, c'est un problème de manger ça la veille de Pessah. Et ensuite, je vais vous dire pourquoi je n'aime pas tellement. Le Shulchan Aruch dans l'Ilchot Souda Shlishit, il dit Souda Shlishit, on le fait sur du pain. En général, je parle. Sur 2 pains. Il dit, il y en a qui disent qu'on peut faire sur des mésonotes. Et il y en a qui disent qu'on peut faire sur des fruits. Et il y en a qui disent qu'on peut faire sur de la viande. Donc, dans tous les cas, maintenant, cette année-là, à moins qu'on fasse le conseil du Rav Ben Zion Abba Shaul que je n'ai pas aimé, mais dans tous les cas, sinon, tu ne fais pas le top. Le top, c'est de faire sur du pain. Tu ne pourras pas faire sur du pain ou sur de la matzah. Donc, dans tous les cas, tu n'auras pas un motzi. N'est-ce pas? Ça, c'est encore un problème pour ceux. Le troisième concept? Pour la première raison, c'est qu'il y en a qui disent que même là, c'est un problème parce que tachles, tu manges de la farine de matzah. Or, c'est vrai qu'elle a été cuite dans de l'eau chaude, mais tu manges de la farine de matzah. Et on n'aime pas manger de la farine de matzah la veille de Pessah, même si elle a été mise dans de l'eau. Il y en a qui disent ça. Et à part ça, pourquoi j'aime pas tellement? Je vais vous dire pourquoi. Parce que Shulchan Aruch, il dit qu'en principe, sur la chichite, on fait sur du pain. Il dit si on ne peut pas faire sur du pain, et là il ramène des opinions. Il y en a qui disent qu'on peut sur des gâteaux, il y en a qui disent qu'on peut sur des fruits, il y en a qui disent... Donc on a l'impression, du Shulchan Aruch, en tout cas c'est mon impression à moi, que dès lors que tu n'es plus dans pain, eh ben, tu as des opinions dans tous les sens. Donc j'allais dire, pourquoi te prendre la tête maintenant à faire ces knaï d'elech, que tes enfants ils vont les voir, ils vont penser que tu es devenu ashkénaze, que Bichlal, d'après certains, c'est un problème parce que c'est de la farine de matzah. Pourquoi faire tout ça? Alors que Tachès, c'est un conseil très bien. Tu prends des fruits d'Israël, une date de préférence, la date écrite que ça nourrit un peu, donc de préférence une date. Tu prends une date, tu prends un petit plat de viande ou de poisson, et tu t'es acquitté. Tu vas me dire, mais il n'y a pas eu de mésonote. Ok, qui a dit qu'il fallait faire mésonote? Je ferai un il faut du pain. S'il n'y a pas de pain, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, c'est tout. Ouais, voilà, je ferai un il ne dit pas, tu fais sur du pain, si tu ne peux pas sur des gâteaux, si tu ne peux pas sur des fruits. Il ne dit pas ça comme ça. Donc, je vais vous dire la chose suivante. S'il y avait une chita qui était 100%, je vous aurais dit, même si c'est compliqué, faites-la. Maintenant, là, il n'y a aucune chita qui est 100%. Même la chita qui consiste à faire des knaï d'elech, elle n'est pas 100%. Donc, hein? Je vous dis pourquoi. Parce qu'il y a des poskim qui disent que la veille de Pessah... Lui, il dit, mais il peut dire ce qu'il veut. Le Kafar Chaim n'est pas d'accord avec lui. Donc, chaque fois, il y en a qui est pas mal, il y en a qui est pas elle n'est pas rien. Encore une fois, moi je vous ai ramené au pion du Rav Ben Zion Abba Shaul. Si on a une d'entre vous qui me dit, moi je veux faire comme Rav Ben Zion Abba Shaul, je vais préparer des grandes matzot d'un kazaïté le faire, elle n'est shumbaya. Hein? Rav Ovadia, on a l'impression le Rav Ovadia, lui, il est assez d'accord avec l'histoire de faire des matzot entières. Lui, ça ne le dérange pas, le Rav Ovadia. Même frite à l'huile, il permet Rav Ovadia. Rav Ovadia est d'accord qu'on peut faire ça. Il est d'accord. Ok, Nbaya. Si vous voulez faire ces matzot entières, vous pouvez. Moi, juste, j'essaie de vous expliquer la halakha, pourquoi il y a malgré tout un problème d'après certains, et pourquoi on essaie quand même d'expliquer ce qui est le mieux, les coulées alma, quoi. Mais vous n'allez pas avec Rav Ovadia? C'est quoi, je ne sais pas comme Rav Ovadia. Je vous ramène le Rav Ovadia, mais je vous dis... Non, parce qu'on dit qu'on a besoin d'un projet pour après lui. Ok, alors à nouveau, quand vous avez besoin d'avoir... Si vous me demandez qu'est-ce qu'il dit Rav Ovadia il est d'accord avec le Rav Ben Zion Abba Shaul. Lui, il est même encore plus mekel. Il dit qu'on pourrait faire frire la matzah. Maintenant, moi, j'essaye, quand je donne un cours de halakha, d'essayer d'être quitte, pas que d'après Rav Ovadia, mais d'après tout le monde. Donc, j'essaie de trouver des solutions où, d'après tout le monde, vous êtes tranquille. Là, vous n'êtes pas tranquille d'après tout le monde. Si vous faites ça,
Puisque par exemple, après le Kaf HaChaim, c'est interdit de manger de la matzah la veille de Pessah qui a été cuite, qui a été cuite dans de l'eau et qui est entière. Donc moi, le conseil que je donne personnellement, mais vous avez raison, si vous voulez faire comme on va dire, vous pouvez faire comme ça. Le conseil que moi je donne, c'est soit de faire des knaï deler, comme on a expliqué, soit de faire tout simplement le repas sur des fruits, des légumes et des... comment on appelle ça? Et de la viande et du poisson. Maintenant attendez une seconde. Maintenant, un truc important. Si vous faites la Seuda Shlishit avec le conseil de la matzah, que ce soit le conseil de Shulchan Aruch Matzah Ashira, Papouchado, que ce soit le conseil du Rav Ben Zion Abba Shaul, le pain qui devient un motzi, que ce soit les Knaï Deler, si vous décidez de faire l'un des conseils qui est avec du pain, ou avec de la matzah, vous êtes obligé de finir le repas avant la 10e heure. Avant la 10e heure, ça veut dire, j'ai noté, à Yerushalayim, avant 15h52. J'ai noté aussi à Paris, mais je ne les trouve plus. Il faut avoir fini le repas avant 15h52. C'est-à-dire il faut avoir fini de manger du mésonote ou du hamotzi avant 15h52, avant la 10e heure, de sorte à pouvoir garder son appétit pour la matzah le soir. Si vous faites votre Seuda Shlishit sur d'autres aliments, que ce soit de la viande ou du poisson ou des fruits d'Israël, là, vous n'êtes pas limité par le temps. Vous pouvez prendre même après 15h52. La seule directive, c'est quoi? Ne vous bourrez pas. De sorte à garder de l'appétit pour le repas du soir. Mais il n'y a pas d'heure. Vous avez compris? Donc encore une fois, si vous décidez de manger dans votre Seuda Shlishit, soit la matzah comme Rav Ben Zion Abba Shaul il la recommande, soit les Knaï Deler, soit la matzah Ashira, Papouchado, tout ce que vous voulez, vous devez avoir fini de manger la partie pain, gâteau, matzah, avant la 10e heure, 15h52 en Israël, à Paris, je ne sais plus exactement. Si vous décidez de ne pas manger de gâteau, de ne pas manger de matzah, de faire votre Seuda Shlishit que sur fruits et viande et poissons sans matzah, là, vous n'êtes pas limité par le temps. On vous demandera juste, ne mangez pas trop. Donc même si vous voulez la faire à 17h ou à 18h, vous pouvez manger ce que vous voulez. Juste ne mangez pas trop, de sorte à garder de l'appétit pour le soir. Oui. Les gens qui mangent les gâteaux comme ça à Pessah, ils sont limités par le temps ou pas? J'ai pas compris. Par exemple, si on a la Seuda Shlishit avec des gens, par exemple mes cousins, qui mangent des gâteaux Papouchado à Pessah. Alors eux, ils doivent arrêter de manger des papouchado à 15h52. Mais pourquoi? Parce qu'ils en mangent à Pessah. Non, l'homme chané. C'est pas lié à manger à Pessah pour manger à Pessah. C'est lié à que la veille de Pessah, pour pouvoir garder l'appétit, on est obligé d'arrêter toute matière qui nourrit bien, ça veut dire les céréales, à partir de la 10e heure. Vous avez compris ou pas? Un peu comme avant la Megillah. Avant la Megillah, vous voulez manger du pain, on vous dira, vous devez manger pas plus qu'un kabetza. Vous voulez manger des fruits autant que vous voulez. C'est un peu la même idée. Oui. J'ai une question. Est-ce qu'on peut déjà manger du riz avec? Du riz? Du riz, attends, c'est Alors, si vous mangez du riz pendant Pessah, vous avez le droit de manger du riz pendant ce repas, il n'y a pas de problème. Et vous n'êtes pas limité par le temps. Si pendant Pessah, vous ne mangez pas de riz, donc en général, les gens qui ne mangent pas de kitniot pendant Pessah, depuis l'heure à laquelle on ne mange plus de chametz, ils ne mangent plus de kitniot non plus. Non, moi, j'ai cru, genre, nous, on mange pas de riz. Alors ne mangez pas. Alors, j'imagine que votre midak, c'est de ne pas manger déjà la veille de Pessah à partir de 9h35 du matin. Et aussi, je vois que le fait que, genre, que la matin devient un motif quand il n'y a pas de pain. Genre, ça veut pas, ça veut dire que, genre, si j'ai pas la maison du pain et Non, on avait expliqué à l'époque, on avait dit la matzah, c'est mésonote pour les Sfaradim. Pourquoi pas en Pessah, c'est un motzi? Parce qu'il n'y a pas de pain. Maintenant, on avait dit motzei Pessah, où il n'y a pas encore de pain dans les magasins, bien que Pessah est fini, ça reste à motzi. Le lendemain matin, où il y a déjà du pain dans tous les magasins, la matzah, elle redevient mésonote. Donc maintenant, la veille de Pessah, Shabbat, où les Juifs, ils n'ont plus de pain chez eux. Le seul pain qu'ils ont, c'est le pain qu'ils ont vendu pour ceux qui se reposent sur la vente pour le pain. Donc la matzah, ça devient le pain officiel. Donc la bracha sur la matzah, c'est un motzi. Maintenant, j'ai un problème si je n'ai pas le droit de manger de matzah la veille de Pessah. Dire à Bension, être en plein dans de l'eau bouillante. Sur ça, il y en a qui disent, mais ça aussi, tu n'as pas le droit de le prendre la veille de Pessah.
Plaisir. D'autres questions? Pas de questions, j'y crois pas. Oui. Si on mange pas de quinoa, mais on mange le riz, est-ce que c'est genre que ça aussi on mange si les, J'ai pas compris. si on mange du riz, ok, mais les quinottes on n'en mange pas, ok, Ok. c'est possible déjà ça ou pas? Je connais des gens qui mangent des kitniotes et pas de riz. Est-ce qu'il y a des gens qui mangent du riz et pas de kitniotes? Je sais pas. Peut-être. Bref, est-ce qu'il faut plus manger les quinottes à l'heure du matin, du coup? Si vous ne mangez pas de kitniotes, ne mangez plus de kitniotes à partir de 9h35. Maintenant, le soir du Seder, on va avoir une Havdalah particulière. Qui est-ce qui sait comment elle s'appelle, la Havdalah? Excusez-moi, on va avoir un kiddush particulier. Kadesh, Uchatz, Karpas. Le Kadesh de cette année, il va être spécial. Pourquoi? C'est un kiddush dans lequel on fait la Havdalah. Comment on appelle le kiddush dans lequel on fait la Havdalah? C'est un kiddush très spécial. Nachon. Comment on appelle ce kiddush-là? On l'appelle Yaknehaz. Vous connaissez? Alors aidez-moi. C'est quoi Yaknehaz? Sarah, c'est quoi Yaknehaz? Yud, c'est quoi? Yain. Attendez, donc c'est quoi Yain? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré peri, agefen. Kouf, c'est quoi? Donc c'est quoi Kiddush? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher קידש מידותיו ורצה בנו מכל העמים, etc. נכון? יפה. Nun. Ner. On va s'approcher de la bougie, de la veilleuse. Et on va faire Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, boré meoré haesh. He. Avdallah, c'est quoi Avdallah? On va dire Baruch ata Hashem amavdil ben kodesh lechol velochananana. Baruch ata Hashem amavdil ben kodesh le kodesh. Et c'est quoi Zayin le plus compliqué? C'est quoi Zman? C'est quoi Zman? Le temps différentiel. D'abord, bravo que Zayin c'est Zman, parce que les gens ils savent pas. Mais c'est quoi Zman? On fait allusion à quoi? Hein? Chazak. Alors c'est quoi Zman? Zman c'est le temps, mais ça fait allusion à quoi dans cette Avdallah? Ça fait allusion à Shechianu vekiemanu veigianu la Zman azeh. Zman, ça fait allusion à Shechianu qu'on va réciter. Donc on va avoir un kiddush très 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 particulier qui s'appelle le kiddush Yakneaz. Et il faut maintenant les femmes qui sont à la maison, ou les hommes s'ils sont à la maison, mais ceux qui vont préparer le Seder de Pessah, on va attendre quoi? Qu'il fasse nuit. On va attendre que Shabbat soit terminé pour pouvoir préparer le Seder de Pessah, n'est-ce pas? Donc les femmes, avant qu'elles préparent le Seder de Pessah et avant surtout qu'elles allument les nérodes de Yom Tov, c'est bien qu'elles disent Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, amavdil ben kodesh le kodesh. La minuterie, attention. Quand vous allez régler la minuterie chez vous à la maison, en général, quand vous réglez la minuterie de la lumière, je parle pour Shabbat, vous faites en sorte que ça s'éteigne le soir à 9h du soir, à 10h du soir. Là, attention, vous allez avoir après le Seder. Le Seder de Pessah, vous voulez qu'il y ait de la lumière jusqu'à 3h du matin. Donc faites en sorte, depuis le début, de mettre assez de temps pour que ça reste allumé aussi, Motzei Shabbat, jusqu'à 3h du matin. Tov, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça ou sur Pessah? On n'a pas de motation en fait. On enchaîne, genre direct après Shabbat, ça rentre la fête. Hein? Pas du rôle entre les deux. D'accord. On peut pas Et en France, vous avez 3 jours. C'est trop bien. Vous aimez? Genre, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de se doucher, on n'a pas le droit de. Ah, très intéressant. Alors se doucher, ça, on rentre dans une question très intéressante. Est-ce qu'on a le droit de se doucher? Alors, on est pendant Yom Tov. C'est pour la fête, c'est pour le jour de la fête. Samedi soir, même à Rosh Hashanah, on a un peu ça. Alors, la question qu'on me pose chaque année, en particulier quand il y a 3 jours d'affilée, c'est la question des douches. Alors, je vais vous dire. D'après Shulchan Aruch, il y a une marloquette entre Shulchan Aruch et le Rama. D'après Shulchan Aruch, à Yom Tov, on a le droit de se doucher avec de l'eau chaude, tout le corps. Pour le Rama, on n'a pas le droit. Pour le Rama, c'est comme Shabbat. Pour le Rama, on a le droit de se laver
que le rov du corps, la majeure partie du corps. Pour le Shulchan Aruch, on a le droit même tout le corps. Mais attention, il faut avec de l'eau qui a été chauffée de façon permise. Alors, c'est quoi de l'eau chauffée de façon permise? Si on a un doute shemesh, une eau qui est chauffée avec le soleil, pour beaucoup de poskim, ça s'appelle que ça a été chauffé de façon permise, et donc on a le droit de se doucher avec. Si c'est un doute hashmal, donc un doute électrique que vous avez mis sur minuterie, ou qui est allumé non-stop, et que vous allumez sur minuterie, il n'y a pas de problème aussi, vous l'avez réglé de façon permise, vous l'avez réglé avant Shabbat. C'est vrai que c'est avant Yom Tov. C'est vrai que c'est pendant Yom Tov qui s'est chauffé, mais pour beaucoup de poskim, ça s'appelle que ça s'est chauffé de façon permise, puisque tu n'as rien fait d'interdit. C'est pas toi qui as allumé pendant Yom Tov. Ça s'est chauffé de façon permise. Le grand problème, c'est quoi? Grand problème, c'est que quand tu vas prendre de l'eau pour te doucher, tu as de l'eau froide qui va rentrer dans le doud. Et cette eau froide qui va rentrer, tu n'en as pas besoin. Tu n'en as pas besoin pendant Yom Tov. C'est comme le Shabbat. Voilà, sauf que Yom Tov, on a le droit d'être Mevachel. Shabbat, on n'a pas le droit d'être Mevachel de l'eau. Yom Tov, on a le droit. Mais Yom Tov, on a le droit que si on peut s'en servir. Hein? Ouais, bien sûr. Dès que Shabbat est fini, on rentre dans Yom Tov. Alors, je vais vous dire, je n'ai pas le temps maintenant de vous expliquer tout le pourquoi et le comment et tout. Moi, j'ai prouvé, et j'ai vu que le Rav Eliashiv, il va dans le même sens que moi, ou que moi, j'étais dans le même sens que lui, je pense que c'est mieux, que c'est permis. Ça veut dire, si vous vous servez d'eau chaude, bien qu'ensuite, il y a de l'eau froide qui va rentrer et qui va se chauffer pendant Yom Tov, je parle, pendant Yom Tov, hein, pas Shabbat, c'est permis. Rav Eliashiv. Non, vous avez raison. Je ne parle pas de se doucher tout le corps. Se doucher tout le corps, le Rav Eliashiv, il dira, tu ne peux pas tout le corps. Tu peux que la tête, les pieds et les mains, ou alors la mineure partie du corps. Mais est-ce que pour cette partie que tu as le droit, tu auras le droit de te servir d'eau chaude, alors que tu sais quand tu vas prendre de l'eau chaude, il y a l'eau froide qui va rentrer? La Rav Eliashiv, il dit que vous avez raison. Ouais, parce que je vous dis, Rav Eliashiv, c'est très logique ce qu'il dit. C'est pas ashkénaze, c'est très logique. Moi, qui suis Sfarad, je suis arrivé à cette même conclusion que lui. Les cheveux aussi, mais les cheveux, attention à ne pas les essorer. Voilà, donc ça c'est un psak. Les gens, ils ne le savent pas. Hein. Les gens, ils ne le savent pas. Il y a des tonnes de gens, ils vous disent, ma pitom, yom tov, tu n'as pas le droit de prendre la douche, il y a de l'eau froide qui va rentrer. Donc, sachez que le Rav Eliashiv, il autorise et que c'est logique. Après tout le monde, vous pouvez. Pendant Yom Tov? Oui, mais c'est de l'eau que vous voulez vous servir. Non, ça c'est sûr. Le problème de l'eau de la douche, c'est que maintenant tu prends de l'eau dont tu veux te servir, mais cette eau qui va se réchauffer, tu ne vas plus t'en servir. Voilà, il y a forcément une partie qui va se réchauffer pour rien. Alors que quand tu chauffes de l'eau pour faire un café, après tu le feras ton café. Peut-être qu'il restera. Mais ça s'appelle khatira. C'est-à-dire que tu fais une melacha en une fois pour une grosse quantité d'eau. Ça ne me dérange pas. Pas pareil. Alors voilà, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'autorise. Ce n'est pas exactement la même chose. Ouais.